Messieurs, dames, rebonjour. Donc, nous revoilà justement pour reprendre notre discussion sur le recyclage des déchets industriels. Donc, on va finir justement de faire les présentations justement de nos panélistes. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à Monsieur Moncef pour qu'il nous parle de la COVAD. Parce qu'en fait, la COVAD, apparemment, ils ont eu un petit souci justement pour nous rejoindre. Donc, autour de ces réflexions justement sur la gestion des déchets ménagers et des déchets industriels, il y a une coalition qui a été formée justement pour mener le débat entre on va dire marier les deux secteurs, le secteur privé et le secteur public, et en même temps les ONG aussi, pour vraiment créer une plateforme d'échange et de discuter ensemble les problématiques qui sont liées justement à la gestion des déchets ménagers et en même temps industriels. Donc je laisse la parole à M. Moncef qui va parler brièvement sur les missions de la COVAD, ses orientations. Et en même temps, on aimerait bien savoir, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, puisque vous représentez uniquement justement, c'est vrai que c'est une question que je voudrais poser à M. El-Bari, le président de la COVAD, pour voir justement les perspectives de développement justement des projets de la COVAD. C'est à vous, M. Moncef. Ça ne marche pas. Micro, s'il vous plaît. Support technique. S'il vous plaît. Sinon, vous pouvez venir ici si vous voulez, Moncef. Je vais faire que. Merci Mounia. Donc il y a eu un empêchement ce matin, donc on m'a demandé de représenter, parler un petit peu à propos de la COVAD. Donc la COVAD, c'est une association sous forme de coalition qui a été initiée par une volonté de plusieurs acteurs et entre autres par notre ministère aussi de tutelle de développement durable. Et cette coalition, au sein de son conseil d'administration, on retrouve trois grandes parties. Une première, c'est le côté privé, à travers les différentes fédérations et associations métiers. Le deuxième, c'est les ministères de l'industrie, de l'intérieur, développement durable et aussi les représentants des communes, disons toutes les parties de l'État qui sont concernées par l'écosystème déchets et gestion des déchets. Le troisième volet, c'est tout ce qui est associatif, donc les consultants spécialisés dans tout ce qui est projet de gestion de déchets et tout ce qui est en relation avec le climat et le développement durable en général. Donc l'objectif de cette coalition, c'est déjà de mettre autour d'une même table tous les acteurs, privés, publics et ONG, pour discuter des problématiques qui sont rencontrées et qui empêchent l'émergence d'une économie circulaire. Et je trouve que jusqu'à maintenant, un travail est en train de se réaliser, un écosystème vert est en train aussi de se faire et peut-être il y a des derniers ajustements à faire là-dessus, mais la volonté est liée, que ce soit de la part du privé, que ce soit des représentants de l'État et des ONG. Donc je pense que c'est une structure qui est jeune aussi, et à travers la volonté de tout le monde, je pense que cette entité pourrait servir
tout ce qui concerne l'économie circulaire et le développement durable et la gestion des déchets d'une manière générale. Merci. Merci beaucoup, Mansif. Donc, c'est une coalition, justement, je rappelle juste, qui travaille sur les... qui essaie, en fait, d'allier, de rassembler tous les acteurs qui travaillent sur la gestion des déchets pour qu'on puisse trouver, en fait, un terrain d'entente, justement, et trouver des solutions ensemble. Parce que le problème qui se pose, c'est une coalition qui a été, justement, initiée à l'occasion de la COP22. Donc, j'étais à l'époque encore dans le cabinet de l'ex-ministre de l'Environnement, qui était l'initiatrice de... Exactement, c'était exactement le 15... C'était le 14 octobre 2015, exactement. Donc la naissance de ce bébé qui s'appelle la COVAD. Et en fait, on voulait que le Maroc puisse porter un projet, marier les deux secteurs, en fait, pour qu'ils puissent discuter ensemble et sortir avec des solutions ensemble. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est que quand on travaille de l'autre côté, je veux dire, sur les réglementations, sur les stratégies, sur les réformes, c'est des gens qui sont très compétents. Franchement, parce que j'ai travaillé auprès de ces gens-là, c'est des gens très, très compétents, très dévoués. Mais c'est des gens qui, des fois, on ignore en fait la réalité du terrain. Donc, alors, ceux qui maîtrisent la réalité du terrain, c'est les acteurs privés. Donc on a dit, bon, ça serait bien que les deux se rencontrent, qu'ils puissent discuter ensemble et qu'ils puissent se marier, faire un bébé qui est très beau et qui a donné justement cette coalition. Alors dans cette coalition, justement, je vais donner la parole à Rim, d'accord, qui va présenter justement le programme PAGE. Donc il y a des programmes justement qui accompagnent pas mal de projets au niveau national, des programmes internationaux. Donc, Madame Rim Baji, consultante PAGE, qui remplace Monsieur Ali Ben Ryan, en fait, qui est le coordonnateur du programme PAGE. Elle va nous parler exactement de ce programme, c'est quoi ses orientations, qu'est-ce que vous envisagez de faire avec la COVAD. Je vous ai dit, Marim, que je vais vous poser beaucoup de questions. Donc, c'est quoi ces orientations, justement? Vous travaillez sur quoi exactement? Est-ce que c'est uniquement, vous visez uniquement la COVAD ou vous avez un spectre plus large, justement, à travailler avec d'autres acteurs? Oui, c'est à vous la parole, Rim. Oui, oui, allez-y. Vous pouvez venir ici si vous voulez. Hein. Non, ça va très bien. Bon, alors, bonjour à tous. Donc, je suis là pour représenter l'ONUDI, qui est l'Agence des Nations Unies pour le développement industriel. Et en fait, le projet PAGE, justement, on a tous fait la même réflexion qu'on ne pouvait plus travailler en silo, donc y compris les Nations Unies. Notre objectif à travers le projet PAGE, qui est porté par l'ONUDI, mais auquel 4 autres agences des Nations Unies participent, donc le BIT, le Bureau industriel du travail, le PNUD, l'UNITAR et le PNUE. Exactement. C'est un projet de 5 agences, puisque justement, en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait souvent du travail avec les acteurs du développement durable, mais chacun séparément. Parmi nos bailleurs, donc ce sont les bailleurs qu'on a entendus, l'Allemagne, l'Union européenne, etc. Et on a un comité de pilotage qui intègre donc le ministère de la Transition énergétique, mais également la CGEM, la COVAD, la COALMA, etc. Donc vraiment, le projet, voilà, c'est un projet qui est multi-acteur et qui a pour objectif d'être une plateforme d'échange autour... juste pour reprendre, en fait, le projet PAGE, c'est le partenariat pour l'action pour l'économie verte. Donc, notre objectif, à travers les différents projets que nous porterons, le projet a commencé l'année dernière et finira en 2026. Donc, les différentes actions que nous portons ont comme objectif de faciliter et de pérenniser, en fait, l'économie verte. Parmi les leviers sur lesquels on travaille, il y a bien sûr tout ce qui est question législative et de réglementation. Le Maroc est le 20e pays à avoir rejoint le partenariat pour l'économie verte. C'est le premier pays de la région MENA. Il y a 2 autres pays en Afrique où le projet PAGE est en cours. Ce sont le Sénégal et le Burkina Faso.
Et donc, les challenges au Maroc, c'est vraiment d'agir sur tous les leviers d'action pour la pérennisation de l'économie verte. Parmi les leviers, donc, travailler sur la fiscalité verte, travailler sur la valorisation des déchets. Et notre première action, en fait, qui est actuellement en cours, c'est fédérer, en fait, toutes les informations qui existent sur le secteur. En fait, Page fait ce qu'on appelle une scoping study, c'est-à-dire parler à tous les acteurs et essayer un petit peu de mettre toute l'information ensemble et de la laisser accessible à tous les acteurs, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que on avait du mal à trouver l'information qui est précise. Des fois, il faut vraiment faire une expédition archéologique pour avoir... alors que les ministères, les acteurs du secteur public et les acteurs du secteur privé et la société civile font énormément pour faire de l'information, de la publication, de la recherche. Et donc vraiment, nous, notre objectif, la recherche sera publiée à partir du mois de septembre-octobre. Et bien sûr, nous inviterons tous les acteurs à interagir avec nous dans cette recherche. C'est que vraiment, comme première production du projet Page, c'est de vraiment avoir une information mise à jour et disponible à tous les acteurs de la société. Donc parmi, par exemple, les projets que nous avons avec la COVAD, c'est de faire un atelier en fait, de concertation, puisque un des axes en fait, de Page aussi, c'est la formation de tous les acteurs sur le développement durable, l'économie verte. Mais pour ne pas être hors sol, puisqu'en fait nos agences ont des sièges à Vienne, à Paris, etc. Et enfin, le Maroc, c'est un pays qui est très particulier, qui a beaucoup de compétences en lui-même, donc il n'a pas besoin qu'on lui apprenne quoi faire. Donc l'important, c'est vraiment de concerter avec les acteurs du public, du privé et associatif, quelles sont les formations qui sont nécessaires, par exemple, pour les leviers d'impact sur la valorisation des déchets. Alors j'ai bien compris que tout le monde avait fait à peu près le même constat, la nécessité de la réglementation, la nécessité de la mise en œuvre des réglementations existantes. Et donc voilà, moi j'ai pris des notes aujourd'hui et donc voilà, on va travailler avec tous les acteurs. On n'est pas du tout sectaire dans Page, au contraire. Donc vraiment, on vous invite tous à interagir avec nous et à partager avec nous vos idées de projets et tout ce qui peut en fait pérenniser l'action pour une économie verte au Maroc. Voilà. Super, merci. Je te remercie. Donc juste une petite précision, le programme il travaille uniquement sur l'économie verte en général ou c'est uniquement l'économie circulaire? L'économie verte. Puisqu'il y a également la finance verte, on travaille sur les leviers de réflexion. C'est très bien, comme ça on peut vous inviter à d'autres panneaux. Tout à fait. on est preneur. Dans le cadre de programme contrat-pays Non, pas du tout. En fait, le projet Page, c'est un projet qui regroupe 5 agences. Donc, ce n'est pas le contrat pays qui lie chaque agence avec le gouvernement. C'est un programme qui est au-delà. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Lune. Alors, on arrive à un sujet qui est vraiment... qui nous concerne à tous, qui me tient vivement à cœur en tant que femme. Donc la présence féminine dans le secteur de la gestion des déchets. J'en connais des choses. Donc nous avons Madame Touria Sberi, qui est présidente de FEDEREC. Donc c'est un nouveau bébé qui vient de naître aussi, donc qu'elle va nous présenter. Et en même temps, on va débattre la question du genre et de la présence féminine dans le secteur. C'est un secteur qui est dominé par les hommes. Et donc... En face, mais en back-office, c'est les femmes. Mais nous, on veut que ça soit pareil. Donc voilà. Donc je laisse la parole à Madame Touria qui va nous présenter son nouveau bébé, en fait, FEDEREC, justement, en quoi ça consiste, c'est quoi ses missions, ses orientations... c'est quoi l'objectif aussi? Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de fédérations, d'associations, donc on aimerait bien savoir en fait c'est quoi la particularité de FEDEREC, d'accord, par rapport à ce qui existe déjà. Et je vous laisse la parole après pour discuter la question du genre. Je me présente, Touria Sberi, présidente directeur général de la société SERP. Vous allez regarder un petit peu sur la vidéo ce qu'on fait nous dans la société SERP pour économiser le temps et arriver directement à l'essentiel pour comprendre
le monde du recyclage vu pour les femmes. Aujourd'hui, la gestion des déchets est devenue une obsession pour moi, étant donné que le monde est en train de partir en déperdition en ce qui concerne le climat et l'humain. En travers la société SERP, on travaille essentiellement sur tout ce qui est industriel. Je ne vois pas qui tourne. Sur la gestion des déchets industriels. On est vocalisé sur l'industrie. On est installé au Maroc depuis 2004 et on développe nos activités. Il y a à peu près dans l'entreprise 70 personnes qui travaillent dedans. FEDEREC, je veux parler juste de FEDEREC, comme j'ai donné à Mounia. FEDEREC est la Fédération des collecteurs, recycleurs et chineurs, dans laquelle on impose l'inclusion sociale des chineurs. C'est des gens qui travaillent, qui collectent dans les rues. J'ai entendu beaucoup parler d'économie, d'argent et tout ça, et on a oublié l'humain. L'humain qui est à l'origine, qui est la personne qui souffre dans tous les cas de figure, que ce soit le début de maillon de la chaîne ou la fin de la chaîne. Il y a le manque de ressources, il y a le climat qui change. Tout ça, c'est devenu un impact. On est dans l'urgence, mais on ne le sent pas au Maroc. Je suis désolée de le dire, on ne le sent pas. On est encore dans des écrits, encore des discussions, encore des préparatifs et tout. Il y a l'urgence. Demain, si on n'a plus rien à manger, vous pourrez avoir tout l'argent du monde, vous ne pouvez pas le planter. S'il n'y a plus d'humain, vous ne pouvez rien faire avec. Il faut réfléchir rapidement et il faut agir efficacement. Passer des entrevues, passer des discussions, passer des revenus, des réunions. J'en ai fait depuis 2004 des masses et des masses. Et on construit toujours cette pyramide à l'envers. On donne les lois et on implique en bas. Et on ne regarde pas ce qui se passe en bas. En bas, ça ne marche pas. Des lois qui sont sorties en haut ne peuvent pas forcément être appliquées au sol. On ne peut pas dire, on a mis la loi 2800 dans laquelle on a dit pollueur-payeur, dans laquelle on a dit, et tous les industriels doivent s'occuper de leur gestion de leurs déchets. Aujourd'hui, sur le terrain, c'est triste à dire, on est à peine à 40% d'industriels qui trient leurs déchets réellement. Le reste, il est dans la nature. Le reste, on s'en fout, parce qu'on a des passes, on a des solutions, on a des copains. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un éveil à avoir. Il y a un éveil à avoir qui doit être réel, qui doit être concret, et on doit se dire où on veut, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants et où on veut aller. Parce qu'à la rigueur, on peut se dire, on s'en fout, on va vivre combien de temps? On va vivre 40 ans encore, et après, ils se débrouillent derrière. Mais derrière, c'est qui? Il n'y a plus de Maroc, il n'y a plus de Marocains, il n'y a plus rien. On regarde, quand on fait des copier-coller, on regarde tout le temps. On va voir l'Europe, on regarde comment elle fait. Mais on ne ramène pas tout. On ramène quelqu'un qui va arriver, qui va nous dire non, il faut faire ça, il faut faire ci. Comme tout à l'heure, ça a été dit, même avec l'or, nos idées, elles existent au Maroc. Ne serait-ce que les habits, la collecte des habits, les vieux habits. On a toujours connu les habits, ou quelque chose comme ça. Ça, on le sait. Non, il a fallu que l'idée, elle sorte du Maroc, elle aille en France, elle revienne pour qu'on la revende ici en disant « Ah, le tri des habits ». Mais pourquoi? Pourquoi? Les Marocains, ils sont 1000 fois plus diplômés que un tiers de on va dire toute la France entière. C'est-à-dire, minimum chez nous, on a des licences. Mais il faut être fier d'être Marocain. Il faut vouloir faire les choses soi-même. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai vécu 45 ans en France. Et je sais ce qui s'est passé pour nous là-bas de l'autre côté. Et je regrette rien parce que j'ai appris et j'ai apporté mon savoir au Maroc. Mais je veux travailler avec des Marocains. Au Maroc, on a des compétences, on a des femmes, on a des jeunes filles qui produisent du biogaz, qui ont été nommées à l'étranger avec c'est la Women World in Biogaz. Qui a eu dans le monde entier, elle a réussi à avoir un trophée. C'est une Marocaine qui a étudié au Maroc, dans le public. Elle n'est pas connue au Maroc. On a des jeunes filles qui font comment on appelle ça, des systèmes de collecte de déchets avec une application. Elle n'est pas connue au Maroc. Alors, si on se regarde nous, parce que le Marocain connaît l'intérêt du Marocain. Le Marocain sait où il veut aller. Le Marocain, il fait mais je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'expliquer. Je sais ce qu'on doit faire au Maroc, mais on doit le faire vite. Et on doit travailler, parce que pérenniser la discussion, quelqu'un va arriver demain, il va me dire non, le pays est en train de mourir, il faut faire ceci, le plastique, le carton, le papier, mais ça on le sait le faire, le tri. Et les choses sont simples. Faire des décharges ou des centres de tri avec 0 déchet en décharge, c'est simple, c'est faisable, ça existe. Les compétences existent et elles existent avec des femmes marocaines. Alors qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous bloque? Moi je pense qu'on manque de volonté.
Moi, je pense qu'on manque d'envie. Moi, je pense qu'on manque de rage. Et la gestion des déchets au Maroc, elle est faisable, elle est facile à faire. Il faut vraiment de la volonté. On a beaucoup à la Fédérec, on a des associations, on a des patrons, on a des pères qui ont travaillé ici au Maroc depuis plus de 1000. Moi, je crois que le premier a dû commencer en 1965-66. Je n'étais même pas là. Alors, prenons nos valeurs, travaillons avec nos valeurs et on ira beaucoup plus vite. Parce que des fois, d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas forcément dans leur intérêt qu'on avance. Et merci de m'avoir écouté. J'en étais sûre que tu allais intervenir de cette façon-là. Hein. Je sais qu'elle met toutes ses émotions, ses tripes dans cette histoire. C'est très bien. En tout cas, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Oui, exactement, exactement. Disons qu'elle est en train de défendre une cause qui nous concerne tous. Disons personnellement, en fait, la question de la femme, c'est une question qui nous concerne à tous, parce que la femme, c'est notre sœur, c'est notre maman, c'est notre fille. Et je pense que ça concerne tout le monde. Nous, dans notre culture, la femme, elle est respectée. Elle a toujours été respectée. Surtout dans la culture africaine, pas uniquement marocaine, sans parler de la culture musulmane qui demande justement à respecter la femme, à lui donner sa valeur et tout ça. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pas enlever ou pousser l'homme, parce que sans l'homme, on ne peut rien faire. Ça, c'est une évidence. Et pour moi, en fait, la femme et l'homme doivent travailler ensemble. Dieu, il a créé la femme, il a créé l'homme, donc pour qu'ils travaillent ensemble, pas pour qu'ils se fassent la guerre. Ça, c'est un petit message que je voulais passer, parce que, oh, non, mais qu'elle a de la donc pour moi, c'est deux personnes qui travaillent ensemble et qui avancent, parce qu'un homme et une femme, ils font un bébé qui va un petit peu, comment dire, poursuivre la progéniture de ces deux personnes. Et je trouve ça, vraiment, il n'y a pas plus beau que ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de guerre. Mais ce qu'on aimerait, c'est que vraiment, au niveau du secteur, qu'il y ait plus de femmes. Des femmes, en fait, qui peuvent oser entrer dans le secteur. Parce que c'est vrai qu'en fait... moi, je suis dans le secteur depuis pas mal d'années, mais toujours on m'a respecté, j'ai jamais eu de problème avec l'homme. Donc, j'invite toutes les femmes à investir, à rentrer dans le secteur. C'est vraiment très intéressant, il y a des opportunités intéressantes. C'est un métier comme un autre métier. Ouais. Vous avez le micro. Il faut savoir aussi résister à la problématique cérébrale. Parce que la femme, des fois, elle peut résister à 1000 choses par rapport à sa famille, à ses enfants, ou des fois, elle a un petit truc. Non, tout doit arriver. Ça doit arriver, ça doit arriver. Il faut avoir juste une conviction et se dire, voilà, moi je fonce, je veux faire quelque chose. Et à partir du moment où tu fais quelque chose avec ton cœur, tu es obligé d'arriver. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Moi je n'ai jamais mis l'argent au milieu de mon centre d'intérêt. J'ai toujours mis l'humain et le climat. Et il y a comme ça que ça avance. Alors l'atelier, si je vous pose une question qui me tient vivement à cœur, parce qu'en fait, on parle du secteur de la gestion des déchets, vous avez mis le doigt sur un sujet qui est vraiment qui fait mal au cœur, en fait, l'existence du secteur informel, qui pose problème et en même temps auquel il faut qu'on trouve des solutions. Donc, parce que c'est des gens qui travaillent, qui vivent de ça. Donc, mais bon, après, il faut juste les organiser, il faut les accompagner, les former, puisque hier c'était l'atelier sur la formation, j'avais dit aussi que c'était très important, en fait, de maîtriser le contexte. Parce qu'on ne peut pas partir, donc là, Rim, c'est un message pour vous, on ne peut pas travailler sur une formation ou un programme de formation, ou sur un programme en général, je vais être encore plus large, de renforcement de capacité sans maîtriser le contexte. Parce que vraiment là, on est à côté de la plaque, comme on dit, et ça ne donne pas de résultats. On veut produire vraiment des résultats concrets et qu'on puisse vraiment développer le pays en fait dans le bon sens. Donc, alors, je reviens à la question de la femme dans le secteur informel. On sait qu'il y a beaucoup de femmes dans le secteur informel, dans la gestion des déchets, que ce soit déchets ménagers ou déchets industriels. Alors, vous avez une idée sur la... Le chiffrage, moi, le chiffrage, je ne pourrais pas vous le dire. Moi, tout ce que je peux vous dire,
c'est que la femme existe dans le secteur informel. Elle collecte de nuit, elle sort... généralement, le chineur, comme je les appelle, c'est des gens qui travaillent que de nuit. Ils n'ont aucune sécurité. Ils n'ont aucune sécurité et ils créent l'insécurité aux citoyens. Parce que quand le citoyen passe, il les voit, il a peur. Le collecteur, quand il voit ses bacs poubelles, ils sont déchiquetés et jetés par terre, il a une pénalité de par la mairie. Donc c'est un cercle fermé dans lequel le chineur est réellement présent. Et quand on essaye de prendre cet homme-là en lui disant « Viens, je vais te donner quelque chose, je vais te montrer, je vais te former », ça s'appelle le partage. Partager. Quand on commence, vous savez, beaucoup de gens utilisent la division pour avancer. Moi, je veux utiliser l'addition. Quand on additionne les compétences, quand on additionne les volontés, on va très loin. Et quand on s'amuse à diviser, parce qu'on peut toujours être très très riche tout seul là-haut, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des gens qui exercent un métier qu'il faut respecter, tout simplement. Mais c'est la base de notre chaîne de valeur. Il faut juste les accompagner, les former, qu'ils soient, c'est des salariés, juste il faut qu'ils soient formés. C'est tout. Tout simplement. C'est des travailleurs comme vous et moi, je pense qu'il n'y a pas de différence. Nous, on a eu des chances dans notre parcours. Après, les problèmes, chacun a eu ses problèmes dans sa vie. Mais ces gens-là, ils attendent que toi, tu sois leur chance. Et que tu leur donnes la chance de continuer dans leur parcours. Parce qu'il y a en fait le problème de comment on les regarde. Ils sont un petit peu mal vus. Il n'y a pas que... Quand je dis à quelqu'un, je travaille dans le déchet, on me dit, on a déjà un petit regard... Oui, ça, c'est un autre débat. Il y a aussi, il y a le regard. Ça, c'est un autre débat. Ça aussi, c'est un regard qu'il faut changer. Mais ça, c'est un autre débat sur lequel on doit travailler. Même sur le déchet, je suis d'accord. Le déchet en général, il y a 2 points qui sont importants. Il y a l'éducation. L'éducation de la base. Il faut repartir à l'école. De l'école commencer pour éduquer tous les nouveaux qui arrivent. Parce qu'autrement, on sera encore dans des réunions dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Nos jeunes, ils ne savent pas ce que c'est trier le déchet. Je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ouvre le débat justement avec l'auditoire parce que j'aimerais bien que les gens puissent poser des questions. Donc, on a vu en fait une présentation, je dirais pas succincte, mais assez riche. J'ai essayé de gérer comme je peux. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser si j'ai mal géré le temps. Et c'est vraiment pas évident parce que c'est la première fois où je fais cet exercice de modération. J'espère que j'ai pas été très lourde pour vous. Merci, c'est gentil. Merci. Barakallahu fikum. Je voulais juste que l'objectif de cet atelier puisse être justement sortir avec des recommandations, trouver des solutions, qu'on réfléchisse ensemble en tant que Marocains, des acteurs dans le secteur, que ce soit privé ou du côté privé ou du côté public, parce qu'il y a des gens aussi qui représentent des ministères avec nous, ou tout simplement citoyens marocains. Donc voilà, qu'on trouve des solutions. Donc on a parlé du secteur, on a parlé que c'est un secteur, là on a parlé uniquement des déchets industriels, avec tous les défis qu'il y a. On a vu pas mal de filières, en fait, on n'a pas pu justement présenter toutes les filières, parce que c'est vrai que le spectre il est très très large. Et on a vu qu'il y a des difficultés. Donc, à votre avis, comment vous voyez les choses avec ce que vous avez vu aujourd'hui par rapport, par exemple, à ces filières, que ce soit qui concernent le déchet dangereux ou le déchet non dangereux, comme Mansif il a parlé des déchets plastiques, par exemple. Comment vous voyez la chose? C'est à vous la parole. Donc, n'hésitez pas à poser le maximum de questions parce que c'est le but. Vous avez des gens vraiment très compétents ici. Oui, allez-y, chérie. Je vous ramène le... Bonjour, Tahiri, un expert international en bioénergie, génie de l'eau et de l'environnement. Je suis aussi professeur-chercheur et je développe des innovations sur le recyclage et la valorisation des déchets. J'aurai l'occasion de parler de quelques-unes cet après-midi. Je remercie énormément les panélistes parce qu'ils nous ont livré énormément d'informations très importantes. Et je salue à l'occasion la femme, puisque de toute façon, comme vous avez dit, nous sommes 50-50, donc il n'y a pas... On espère rester 50-50 parce que sinon, il y aura le déséquilibre. Et là, c'est le problème. Par rapport aux déchets, il y a une parole d'un chef des tribus indiennes du nord du Canada. En 1820, il a dit la phrase suivante. « L'homme n'a pas tissé le tissu de la vie, il n'en est qu'un fil. Continuer à contaminer son environnement, il n'en est qu'un fil. Quoi qu'il fasse, il ne le fait qu'à lui-même.
continuer à contaminer son environnement, il finira par périr sous ses propres déchets. Donc aujourd'hui, les déchets, c'est une production humaine. La forêt, elle est très propre parce que la chaîne est complète. On ne trouve pas de saleté dans une forêt où il n'y a pas d'être humain. On ne trouve les saletés que dans les environnements où il y a l'être humain. Donc il est faible, il a des faiblesses et il ne veut pas les reconnaître. Il est têtu. Et aujourd'hui, le fait de cumuler tous ces déchets, on s'est rendu compte que c'est quand même aussi un autre gisement de richesse. On produit de l'énergie, on produit de nouveaux produits, on recycle, on redonne une deuxième vie à nos déchets. Donc finalement, il suffit de réfléchir. C'est aussi un génie, l'être humain, pour ne pas vous dire qu'il ne fait que des bêtises. Lorsqu'il réfléchit, il trouve le chemin donc de la raison. Et de là, il va vers santé, qualité de vie et bien-être, comme l'a bien dit madame, parce que c'est l'être humain qui est au centre de tous les intérêts sur le globe terrestre, qui est limité, qui a des limites. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à qui on veut plus de bonheur qu'à l'être humain sur Terre. Donc aujourd'hui, c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire de son avenir. Les changements climatiques, les problèmes de pollution, les déchets, les émanations d'odeur, c'est lui qui récupère tout ça. Donc aujourd'hui, soit il réfléchit à son bonheur, soit il massacre son bonheur, c'est à lui de voir. Donc maintenant, je vais poser peut-être quelques petites questions. C'est vrai qu'il y a des projets, qu'il y a beaucoup d'appels à projets, etc., dont les ministères, etc., ils disposent de beaucoup de choses pour pouvoir mettre un petit peu la société civile en activité. Il se trouve que notre roi, que Dieu le garde et le guérisse, c'est un grand travailleur, il a fait beaucoup pour le Maroc, on lui demande à Dieu, Inch'Allah, mais que les administrations de Rabat sont un peu sceptiques, ne communiquent pas suffisamment avec les organismes, avec le privé, avec le public. Et c'est là où le bas blesse. Donc je crois que nous sommes là aujourd'hui pour dire il va falloir qu'on réactive un petit peu les initiatives qui émanent des ministères pour les mettre en action et pour aller au-delà. Il y a quelques années, nous avons vu disparaître le sachet plastique. Et puis juste après, il a rené. Il est réapparu avec une grande cadence. Le problème est dans le ministère de l'Environnement, ni plus ni moins, parce que c'est lui qui a mis les gendarmes lorsqu'il a voulu, et c'est lui qui les a enlevés lorsqu'il a voulu. Donc aujourd'hui, on est devant cette responsabilité des administrations marocaines. Et je dis bien, donc moi, l'administration, j'ai la liberté de parler. Parce que lui aussi, il commence à se dire, mais pourquoi cette administration est dure, elle est difficile à réactiver, et il le dit dans ses discours. Donc nous devons aider Sa Majesté. Merci beaucoup. Monsieur Schreiber. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse questions-réponses ou qu'on prenne toutes les questions et on répond au fur et à mesure? On répond au fur et à mesure? Bon, vous notez les questions, c'est bon? Alors, oui, c'est Tariq, allez-y. Je demandais la parole. Allez-y, oui, pardon. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Salma Kadiri. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, et vous présenter? S'il le faut. Merci. Comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Salma Kadiri, je suis de l'USA de Maroc. Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs de l'événement. Franchement, c'est une très bonne initiative. C'est une occasion d'apprendre et sur la problématique de gestion de déchets et recyclage, mais aussi de connaître les acteurs actifs qui font de l'excellent travail dans ce domaine. Donc merci pour cette initiative. Et aussi, j'ai eu le plaisir d'entendre les différentes présentations des panélistes. Félicitations, c'était très instructif. Moi, je voudrais juste vous interpeller sur deux questions précises. Donc, vous avez parlé de plusieurs
problématiques et actions. Moi, si je vous demande quelle est pour vous l'action prioritaire, une seule action par intervenant, puisque je profite de cette occasion que vous avez des perspectives d'expériences différentes, une seule action que vous jugez urgente et prioritaire selon votre expérience et point de vue. Ma deuxième question est quelles sont les mesures que vous faites pour encourager l'inclusion des jeunes et des jeunes femmes dans ce que vous faites et dans cette action de recyclage des déchets. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme l'Idreri Tarek, bureau d'études MES de Tanger, spécialisé dans la gestion de déchets. Donc, je travaille dans le domaine plus de 30 ans. J'ai travaillé avec la coopération allemande 9 ans dans le même secteur. Bon, tout d'abord, je salue la qualité des exposants, des exposés qu'ils ont donc, présentés. Et je profite pour faire un petit appel et 4 petites questions précises, pas trop longues. Donc, le premier appel, ce qu'on remarque, que toutes nos villes, toutes les communes, ils sont hors la loi actuellement parce qu'ils déposent les déchets industriels et les déchets ménagers ensemble dans une décharge. Et la loi 2800, il prévoit cette possibilité, donc classe 1 et classe 2, mais à condition de séparer ces déchets dans les casiers. Donc, les déchets industriels, le casier, ou les déchets ménagers à part. On peut récupérer ça dans 10 ans, dans 20 ans, on peut récupérer ces déchets industriels et les réexploiter. Donc ce qu'on trouve actuellement, c'est le mélange total, ce qui fait qu'on ne pourra jamais récupérer ces déchets qui sont mélangés avec les légumes, avec tout ça. Donc il y a un grand potentiel. On trouve des réfrigérateurs, donc le monsieur a parlé de réfrigérateurs, avec la mousse, on la trouve, ce sont des sociétés qui jettent ces déchets. Donc ils ont déjà récupéré les métaux, ils jettent ça dans les décharges. On trouve donc les batteries, on trouve les cartes électroniques. Ici à Tanger, je trouve beaucoup de cartes électroniques jetées dans la décharge. Donc, je passe donc à petite question. Donc, pour M. El Cheb, c'est une remarque en général pour quelques exposés. On ne parle pas beaucoup de la faisabilité économique des choses. Donc, pour les réfrigérateurs, je n'ai la faisabilité économique pour vraiment faire un projet pilote dans ce... comment faire vivre l'investisseur la faisabilité économique et qu'est-ce qu'on les étapes de les études pour la coopération allemande et le ministère du développement durable. Je nomme les étapes prévues. Bon, l'étude c'est bon, et donc qu'est-ce qu'on prévoit? Le ministère, qu'est-ce qu'il a prévu? La deuxième question pour les batteries. Les batteries, on récupère malheureusement seulement 40%. Donc, je n'ai pas entendu que vous n'avez pas dit que c'était un appel du ministère de faire cette filiale. Et c'est un consigne qui fait vivre cette filière. Donc, vous n'avez pas parlé aussi de la faisabilité économique. La consigne elle est suffisante. Est-ce que vous récupérerez 40% et pas 100%? Le secteur informel, mais qu'est-ce qui se passe? Le secteur informel, il est concurrent. D'accord? Pour les exports des cartes électroniques, vous avez dit à 0 dirham, on les exporte. D'accord? Mais pourquoi vous ne donnez pas plus de 0 dirham et le récupérez? Je ne comprends pas pourquoi le secteur informel il est si fort et quelle est votre solution? Maintenant, si on interdit l'export, c'est un peu dur, hein? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les encourager à vous vendre? Hein? Il y a qu'un qui paye à 0 dirham, je ne comprends pas. Pour le centre CTPC, donc c'est très intéressant, c'est un centre, c'est un laboratoire, mais j'avais des problèmes de comprendre. Est-ce que c'est étatique ou là c'est privé? Voilà, merci. Merci, Sister. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Après, on va passer en réponse, parce que sinon... mes panélistes ils vont perdre la question. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis Zakaria Medani. Je suis le directeur général du cluster Valbio Maroc.
Donc, cette structure qui est labellisée par le ministère de l'Industrie et qui travaille essentiellement sur la valorisation et le recyclage des déchets. Bien sûr, nous avons déjà des antécédents en ce qui concerne les initiatives de recyclage au Maroc, des fédérations, des coopératives, et tout un travail qui a été fait dans ce cadre-là. Maintenant, ma proposition, qui va porter un peu de valeur, c'est d'essayer de créer un écosystème marocain, purement marocain, qui prend en considération tous les acteurs et les opérateurs dans le secteur de la valorisation et du recyclage des déchets. Comme elle a dit, madame, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. L'État continue à enfouir, les communes, je dirais, à enfouir les déchets, les millions de tonnes qui sont des richesses, sans rien faire. On ne fait rien. Personne ne fait rien dans ce sens. Et il y a des éboueurs, des soi-disant, comme on dit en arabe, الجيش كبير les chiffonniers, bon, on les appelle aussi des ingénieurs de l'environnement, mais sur les médias, on l'appelle toujours le chiffonnier, etc. D'accord. Si Zakaria, est-ce que vous pouvez passer à la question, s'il vous plaît, donc, parce que je dois donner la parole aux autres aussi. Oui. Et on est Salat al-Jumu'ah, c'est dans pas longtemps, là, peut-être que c'est passé. Donc, je réitère ma demande d'essayer de penser le ministère de la transition énergétique, le ministère de l'Industrie, il y a un écosystème qui est en train de naître, de se créer. Et c'est le moment de marier toutes ces actions et toutes ces initiatives pour justement créer un écosystème capable de défendre les intérêts du Maroc. Et je dis bien les intérêts sur le plan de la valorisation du plastique, de la matière première existante au Maroc. Donc, est-ce qu'il y a une vision auprès du ministère, auprès des acteurs si présents? Est-ce qu'il y a vraiment une initiative dans ce sens? Et merci. Je vous remercie. Donc, je pense qu'on va passer aux réponses. Allez-y, après Monsef, vous parlez de Zéro Mica. Je pense que ça a été... Oui, je vais essayer de répondre à la première question sur quel est le point éventuel le plus important, par exemple pour notre filière, les déchets plastiques ou en général les déchets, c'est la fiscalité. Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'informel. L'informel se nourrit d'un environnement. Le fait qu'il y ait déjà 20% de TVA, c'est très important. Dans notre secteur d'activité, l'étude qui a été faite, elle a montré qu'il y a 30% de gap de compétitivité entre le formel et l'informel. Si on élimine la TVA, déjà on va descendre à 10%, c'est quelque chose qui pourrait être gérable. Une petite anecdote, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai reçu un appel téléphonique d'un industriel qui opère dans le secteur du recyclage dans l'informel. Alors il me dit, la wilaya m'a proposé un terrain de 9000 m² dans une zone industrielle à un prix pratiquement gratuit. Et j'ai créé une société, je veux m'installer là-bas. Et comment je vais faire avec la TVA? Ben, je lui dis, tous les gens qui sont dans le formel, ils la payent. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a aussi une volonté du secteur informel de se positionner dans le formel. Si les produits en fin de vie, c'est des produits dont la TVA a déjà été payée, c'est-à-dire quand on achète une bouteille d'eau, on a déjà payé une TVA sur cette bouteille. Le déchet en lui-même qui est jeté dans la poubelle, pour moi, c'est des choses qui doivent
être exonérés de TVA. À travers notre association et notre fédération, nous avons fait une demande auprès du ministère de la Transition énergétique et de développement durable pour éliminer la TVA des déchets plastiques, du broyé et du granulé plastique, afin de mettre une certaine égalité dans le secteur et favoriser la transition du secteur informel vers le formel. Parce que si on élimine la TVA, tout le monde pourra travailler facilement ensemble. Il n'y aura plus cet handicap et les gens qui sont dans l'informel, dans la collecte ou le recyclage, n'auront plus d'intérêt à rester dans cet environnement. Donc, moi, je serais pour une fiscalité zéro TVA en ce qui concerne les déchets plastiques ou bien les déchets en général. Simon Sef, si je peux Merci. vous interrompre, juste une petite dernière question, parce que je pense que tout le monde se la pose. Ça a été posé par M. Charibi, je pense qu'il est... Mais bon, je vais la reprendre. Alors, pourquoi on voit qu'il y a le retour du plastique je parle du plastique à usage unique, hein, je parle surtout du sac plastique à usage unique. Donc pourquoi, à votre avis, puisqu'en fait on a travaillé sur une loi, il y a un gros travail qui a été fait par le ministère de l'Industrie, il y a toute une mouvance qui a été faite, justement une campagne justement pour éradiquer le sac en plastique à usage unique du Maroc. Mais depuis de 2016 à 2018, je pense, et là, on a le retour qui revient, le retour de ce sac qui revient dans nos souks, chez les petites épiceries et tout ça. À votre avis, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est un problème de contrôle? Est-ce que c'est un problème d'informel? Est-ce que c'est... Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais à votre avis, c'est quoi le... Alors, la loi 77-15 qui a instauré l'interdiction de la fabrication, la commercialisation, l'import, l'export des sachets plastiques à usage unique. C'était une loi au départ que tout le monde avait beaucoup d'ambition et nous, en tant que secteur de la plasturgie, on a voulu que ça réussisse. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des contrôles? Oui, il y a des contrôles qui sont opérés par les différents ministères et de temps en temps, on voit dans les journaux que des unités industrielles de fabrication ont été arrêtées, découvertes et condamnées. Au jour d'aujourd'hui, la loi elle est pénale pour ces gens. Ce n'est plus que des pénalités à payer, c'est carrément la prison. Pourquoi on n'arrive pas à éradiquer? Déjà, parce que quand il y a un besoin dans le marché et qu'il n'y a pas vraiment des alternatives qui vont satisfaire tous les besoins. On a fait la promotion d'un sac de remplacement à base de polypropylène non tissé. Oui, c'est une alternative qui a réussi à être utilisée au niveau des sorties de caisse des grandes surfaces et des magasins. Mais il y a aussi des gens qui sont dans l'informel, qui vendent tout ce qui est fruits et légumes et qui ne vont pas se permettre d'acheter ce sac-là ou bien de demander à leurs clients de le payer. Donc automatiquement, ils vont s'orienter vers un sac qui ne coûte pas cher et qui vont le remettre gratuitement. Donc c'est aujourd'hui... c'est le marché qui demande ce genre de produits. Excusez-moi si je peux vous interrompre, Simon Sef. Est-ce que pour vous, juste parce qu'il faut qu'on avance, est-ce qu'à votre avis, donc on a compris, enfin, il y a le contrôle qui se fait, donc il y a quand même le sac en plastique à usage unique qui revient, donc il y a un problème auquel il faut qu'on fasse face. Et ma question... quelle est la place du citoyen, justement, dans cette histoire? Parce que c'est vrai que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait mal. En fait, c'est que des fois, vous trouvez les gens qui demandent le sac en plastique, à usage unique. Alors que nous, dans
dans notre culture, en fait, on avait le khfifa, comme on disait avant, et tout ça. Donc pourquoi, en fait, les gens, ils demandent ce sac en plastique qui est vraiment un vrai danger pour l'environnement? Alors, Mounia, comme vous savez, au jour d'aujourd'hui, au niveau des épiceries traditionnelles, tout se vend au détail. Vous pouvez acheter de l'huile au détail, du sucre au détail. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour des petits budgets de 1 dirham ou 2 dirhams d'achat, ben, le commerçant, il n'a pas trop le choix que d'utiliser un emballage qui lui coûte pas cher. Bien sûr. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a encore besoin de travailler pour sur la sensibilisation. La sensibilisation et en même temps trouver des alternatives. Des alternatives. Donc encourager les alternatives et travailler sur la sensibilisation. Ça va ensemble. Très bien. Merci beaucoup. Il y a aussi un autre point qui est important. Brièvement, s'il vous plaît, parce qu'on a un petit peu dépassé. Une partie de ces emballages, elle est fabriquée à base de recyclé. Les sacs bretelles qu'on rencontre dans le marché, qui sont en général dans une couleur assez foncée, comme le marron, le vert, le gris. Qu'on voit maintenant. Exactement. C'est ce qui remplace donc ça, c'est des sacs qui sont fabriqués à base de recyclé. Le fait que jusqu'à au jour d'aujourd'hui, 80% du secteur de recyclage, il est dans l'informel aussi, c'est un environnement qui permet de fournir cette matière aux fabricants de ce sachet. Donc ça aussi, on devrait travailler sur la formalisation de ce secteur pour avoir une traçabilité de tous les déchets plastiques. Merci. Très bien, je vous remercie. Alors, donc, il y avait une autre question. Je pense qu'on va passer à la question justement rapidement, parce que je pense que vous allez répondre brièvement, parce qu'il y a d'autres questions. Sur justement sur le centre, en fait, je veux vous passer la parole après. Sur le centre, en fait, justement, la question, elle était posée à M. Youssef Assoud, justement, pour le sujet du centre. Le statut, au fait, c'est un statut d'association, d'accord, donc avec des organes de gouvernance, notamment un conseil d'administration qui est constitué majoritairement par des industriels. Donc c'est la forme qui a été voulue par les pouvoirs publics. Justement, on a fait, à l'époque, à la création des centres techniques, on a fait un benchmark au niveau international. On a vu par exemple que les centres techniques au niveau de la Tunisie, ils ont un statut d'établissement public. Donc ça ne marche pas trop. Il y avait une déconnexion entre les besoins réels des industriels et la façon avec laquelle les centres techniques tunisiens répondent aux besoins des industriels. Il y avait privé, donc non plus, ce n'était pas possible parce qu'il y avait des subventions à l'époque de la part de l'Union européenne. Donc on a cherché au niveau association à but non lucratif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une activité commerciale parce qu'on est tenu de chercher une indépendance financière, mais on n'a pas d'actionnaire, on ne distribue pas de dividendes et donc les membres du conseil d'administration, ils sont là, malheureusement ils ne sont pas rémunérés et donc voilà. Donc, juste pour répondre rapidement sur les questions de Madame Kadiri, je sais que Simon Sef il a répondu sur ça, mais j'ai d'autres éléments de réponse. La priorité pour moi, et ça rejoint aussi la réponse de Simon Sef, aujourd'hui, s'il y a une priorité, c'est au niveau de l'accès au gisement, d'une manière à bas coût et de qualité. Il y a plusieurs choses qui se font aujourd'hui. La fiscalité, il y a une réflexion sur la fiscalité, il y a la réglementation, il y a des investissements qui sont en train de se réaliser dans l'implémentation des centres de tri. Donc ça va permettre de récupérer les déchets, les trier et proposer aux industriels des matières premières de qualité. Et pour la deuxième question, l'inclusion des jeunes, donc on en a parlé dans les couloirs, on a un projet en gestation aujourd'hui, c'est de créer ce qu'on appelle un pilot plant ou une usine modèle. Donc l'objectif de ce projet, quand on a échangé avec les industriels, parmi les priorités des industriels aujourd'hui en termes de ressources humaines,
c'est d'accéder à des ressources humaines qui soient opérationnelles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que l'offre de formation, bon, il y a des choses à améliorer, de perfectionner, surtout sur le volet pratique. Et donc ce projet, ça va permettre de disposer à échelle laboratoire, donc une usine modèle dans laquelle il y a toutes les techniques de transformation. Ça va permettre de travailler directement avec les industriels pour la montée en compétences rapide des ressources humaines, mais aussi travailler aussi avec c'est ce qu'on cherche à développer avec les pouvoirs publics, par exemple l'OFPPT, pour qu'une partie de la formation de l'étudiant se fasse à un autre niveau, d'accord, pour que l'étudiant, une fois il obtient son diplôme, il soit opérationnel immédiatement. Ça va permettre d'améliorer l'employabilité, notamment des jeunes. Voilà. Très bien, je vous remercie. Donc là, on va répondre à la question de M. Tarek sur la faisabilité économique, que ce soit sur la filière des batteries, que ce soit sur la filière justement des déchets des gros, on va dire, d'électroménager. L'étude a concerné tous les aspects, a étudié tous les aspects. Je n'ai pas voulu donc, entrer dans les détails, mais juste un chiffre à retenir. Pour assurer la durabilité d'une filière de traitement de gros électroménagers froids, il faut au minimum 100 000 unités captées et traitées. C'est un minimum. C'est même pas 20% de gisement qu'on va atteindre en 2030. Mais c'est toujours dans les REP, on parle de taux de captage. Donc c'est un taux de captage accessible et facile. S'il y a une chose en termes de priorité pour avancer et court-circuiter le chemin de développement de l'économie circulaire au niveau national, c'est instaurer et activer la REP le plus tôt possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre des années et des années. Ça doit être activé hier. Merci. Je vous en prie, c'est à vous pour parler justement de la filière. Moi, je voulais déjà répondre au monsieur concernant les cartes électroniques. Donc, j'ai donné l'exemple de 0 dirham, c'est pour faire la comparaison, parce que nous, on exporte la carte électronique et on importe les métaux précieux. Si vous importez les métaux précieux, c'est à peu près, par exemple, l'or, c'est 500 000 dirhams. Même si tu vends la carte à 100 dirhams, ça représente quelques millièmes de la différence entre les deux. Moi, j'ai donné ça, j'ai dit 0 pour donner un peu l'impression qu'il y a une grande différence entre les deux. Voilà, c'est ça ce que j'ai... Mathématique. Voilà. Pour un complément sur la TVA, moi je trouve aberrant que, par exemple, une bouteille Bhaladi, s'il est recyclé 5 fois, il paye la TVA 5 fois. Ça n'a pas de sens. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Je vous remercie. Je pense qu'on a une autre question. Ah oui, il y a votre filière, je suis désolée. Après, je passe la parole à la dame. Oui, donc, pour répondre à la question de c'est-à-dire pour les batteries, pourquoi on tourne à peine de 40% de notre capacité de notre unité de recyclage? Donc, juste pour donner des chiffres. Donc, au Maroc, on a le parc automobile, il tourne à 5 millions de véhicules exactement donc, qui circulent dans notre parc. Si on prend une durée de vie de 2 à 3 ans pour les batteries de rechange, donc on se trouve avec une capacité de 20 000 tonnes par an. Donc 20 000 tonnes par an. Nous, on a une capacité de 1 000 tonnes exactement par an. Il y a un autre exactement qui a aussi l'autorisation auprès du ministre de l'Environnement, qui a presque la même capacité. Ce qui fait, si on tourne à 100%, on peut absorber toute la capacité, tout le volume qui tourne exactement au Maroc. Le problème, où est-ce qu'il en est? Et c'est la question de l'informel. Donc ce qui fait, bien qu'il y a des unités de recyclage autorisées et réglementées, il y a de l'informel exactement en parallèle qui fait donc, les choses de façon, je peux dire, dramatique. Il y a des fours qui se brûlent, exactement les batteries
la nuit, donc avec tous les dégagements qu'on a, avec l'utilisation, il y a des fours qui utilisent même les huiles usagées pour faire des brûleurs, c'est-à-dire pour brûler exactement donc les batteries. Donc je peux compter, il y a plus que de vingtaines exactement qui sont là, existent toujours. Nous, on est en contact avec le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Industrie pour lutter contre, c'est-à-dire pour ne pas, ce n'est pas exactement éliminer d'une fois pour toutes, mais pour convertir l'informel en formel. Donc la démarche qu'on est en train de tamer actuellement, nous avons créé une association des groupements fabricants des batteries. Et en parallèle, nous avons aussi adhéré les collecteurs organisés pour faire un GIE. Et comme ça, donc, on aura l'organisation de la collecte des batteries qui vont être amenées ou acheminées dans des centres avec des conditions spécifiques, c'est-à-dire la batterie va être dans des box étanches pour ne pas avoir un déversement d'acide, et par la suite transportée dans des moyens qui sont aussi réglementés et autorisés à transporter les batteries, qui est un produit dangereux. Et d'ici là, on peut organiser notre filière et on peut avoir la capacité et augmenter encore. Ça reste toujours insuffisant puisqu'on a une capacité de production de batteries qui allait plus que de là. Au Maroc, il y a les fabricants, ils peuvent tourner jusqu'à fabriquer jusqu'à 3 millions de batteries annuelles. C'est pour ça, notre capacité, ce n'est pas uniquement pour le Maroc, mais aussi pour exporter les batteries en dehors du Maroc. Merci. Merci. Alors, excusez-moi juste... Excusez-moi, on va juste répondre à une dernière question et je vous passe la parole. Donc, en fait, c'était la question justement de M. Madani, justement du cluster Valbium, en fait, sur qu'est-ce qui empêche en fait la constitution justement de cet écosystème qui rassemble tous les acteurs pour qu'on puisse faire avancer en fait justement le secteur. Alors, qu'est-ce qui empêche les industriels d'intégrer, parce que moi je vais parler en tant qu'industriel. Oui, bien sûr. C'est la lenteur. La lenteur de quoi exactement? La lenteur de tout. L'industriel, il est là pour... je suis une femme de terrain. Je vois dans ma tête ce que je dois faire, il faut que je le mette en place. J'ai mon argent dans ma poche, j'ai mes solutions, je le fais. Quand on passe et quand on monte dans un échelon administratif, quand on commence à avoir plusieurs personnes qui rentrent dans l'idée, ben, ça fait combien de temps qu'on est sur l'écosystème vert? Ça fait 3 ans? 4 ans. D'accord. Alors qu'on aurait fait chacun de son côté un petit truc, peut-être qu'on aurait peut-être pas énorme, mais on aurait un petit projet. La différence entre l'administratif et le professionnel ou la personne sur le terrain, elle est exactement la même chose que quand on fait des lois. Elle est en pyramide inversée. Nous, on est en bas, on sait ce qui se passe, on sait pourquoi il y a la problématique, et eux, ils sont là-haut, ils vous disent, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais quand on essaye de faire ce qu'ils disent par rapport à ce qui doit être fait, il y a des fois, il y a la Méditerranée, et c'est pas faisable. Parce qu'il faut regarder, c'est comme une fondation. Tu ne peux pas construire le toit si tu n'as pas construit la maison. Très bien, c'est bien noté, Madame Touria. Donc je passe la parole. Je vais rien que donner un petit rapidement, complément s'il par te rapport plaît, à ça. Parce qu'il faut que je passe la parole aux autres. Peut-être ce qui rend un petit peu difficile au jour d'aujourd'hui la mise en place ou la validation de l'écosystème vert, c'est aussi une question de l'ambition. Au départ, l'ambition était de travailler sur presque une vingtaine de filières. Exactement. Et je pense que ça, je peux dire que c'est une erreur. Il fallait se concentrer sur quelques filières qui étaient arrivées à maturité et essayer de travailler en étapes. Le fait de vouloir tout faire dans un écosystème, ça crée ce retard et c'est ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. On va essayer de surmonter tout ça. Très bien, c'est noté. Je passe la parole à Madame. Merci Madame. C'est Madame Asma Arbaoui, je représente aussi le cluster Valbium. Ce n'est pas des questions, mais c'est plutôt des propositions. Alors, nous savons tous. Alors, tout d'abord, je renouvelle mes remerciements vraiment aux organisateurs, partenaires et sponsors de ce congrès très important, et en particulier les médias qui sont derrière cette initiative fort louable.
Le panel est très intéressant, tous les panels sont vraiment très constructifs. Mes remerciements vraiment à tous les intervenants. Ce que je voulais dire, c'est des propositions. Nous savons tous que le secteur est le développement sain, efficace, développement durable, je dirais, sain, efficace du secteur, il est freiné, voire même plombé par l'informel. Nous sommes tous en train d'entendre revenir le chiffre des 80% du secteur serait justement de l'informel. Et donc, moi, ma remarque amicale aux organisateurs, c'est que j'aurais souhaité voir aussi dans les panels des représentants de ce secteur informel et les écouter sur tous les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Ça d'une part. Ma seconde proposition, c'est toujours dans le même thème, c'est j'aimerais bien, si possible, que dans les recommandations justement du Congrès, qu'on fasse des propositions de comment est-ce qu'on pourrait formaliser du mieux que nous pouvons justement le secteur. Tout le dossier déchets ménagers, ça c'est l'État s'en occupe, il le fait bien, on va dire, restons toujours optimistes, mais on a très bien vu qu'il y a plusieurs autres filières qui aspirent bien sûr à autant d'attention de la part de l'État. J'arrive à ma troisième proposition et je finirai avec ça. Ce serait fort louable, à mon avis, qu'un congrès comme celui-là, à la fin, qu'on arrive à accompagner, sélectionner peut-être, ne serait-ce qu'une structure, entre guillemets, informelle, mais qu'on accompagnerait dans le formel. Il y a autant d'acteurs, encore une fois, qui représentent spécialement ce secteur. Et pour moi, ce serait tout à l'honneur du Congrès que de pouvoir sortir de ces rassemblements-là, justement, la formalisation d'au moins une structure. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est bien noté. Je passe la parole à Madame Labed, parce qu'on a parlé tout à l'heure, je pense qu'on vous a beaucoup attaqué. Moi, maintenant, je suis de l'autre côté, donc je peux me permettre. Donc voilà, on laisse la parole à Madame Labed, qui représente le ministère du Développement durable. Chef de service valorisation des déchets non dangereux au sein du ministère de la Transition énergétique et Développement durable. Donc je salue tous mes collègues présents ici donc, pour leur intervention. Je salue aussi les participants pour leurs remarques. Donc, en ce qui concerne donc, la valorisation des déchets, le ministère, le gouvernement donne une importance primordiale. Tu en connais des choses, Loubna, parce que je sais, moi, je suis témoin. Donc, la valorisation, c'est un axe primordial donc, au niveau de l'économie verte, et donc l'économie circulaire par la suite, l'économie verte, qui est l'axe principal de la stratégie nationale de développement durable, sur lequel travaillent donc, tous les secteurs. Et on donne une importance donc, à la valorisation des déchets, vu que c'est un gisement très important de ressources. Actuellement, on ne dit plus des ordures, mais de l'or dur. Donc c'est quelque chose de très important, surtout avec la rareté des ressources naturelles, de la matière première, sur tous les niveaux. Donc, même on voit la flambée des prix donc, du pétrole. Et avec la pandémie du Covid aussi, donc je pense qu'on a été affronté à cette problématique. Le secteur privé donc, souffre les conditions qui existent, en plus de la rareté du gisement. Alors que le gisement n'est pas rare, le gisement est là. Donc, c'est juste il est mal organisé. Oui, au niveau de la stratégie nationale de réduction et valorisation des déchets, au niveau de la diagnostic, on a donc 25 millions de tonnes de déchets par an. C'est énorme. Avec 6 millions de tonnes de déchets ménagers, 14 millions de tonnes de déchets de construction et le reste des déchets industriels. Donc c'est un gisement très important. Le taux de recyclage, Loubna, dans ces 26 millions de tonnes? Malheureusement, on ne dépasse pas les 10%. Ah ben voilà. Oui, c'est très peu. Alors qu'on avait un objectif de 20% justement. Parfois 6 à 8%. Parfois on parle de 8% de... Non, bien sûr. Oui, j'ai dit 6 à 7 millions de tonnes pour des déchets ménagers, 14 déchets de construction, démolition, et le reste, c'est déchets industriels. Donc, dans cette stratégie, on a mis en place des axes stratégiques avec des objectifs stratégiques chiffrés
à l'horizon 2030 et à l'horizon de 2050. Et c'est par la suite qu'a été créé donc l'écosystème vert qui regroupe un ensemble de filières à mettre en place avec un plan d'action et tout ça. Tout à l'heure, on a dit pourquoi ça n'a pas été mis, Madame Touria a dit lenteur. Lenteur, oui, mais parce qu'il faut d'abord le cadre réglementaire. Oui, la loi 2800, il existe, oui, mais il faut l'amender. Pourquoi? Pour introduire les principes de la loi 4/99 de la responsabilité portant stratégie développement durable. Donc il faut mettre en place la responsabilité élargie du producteur. En même temps, Loubna, si je peux vous interrompre, en fait, cette loi, elle peut aussi bloquer l'émergence de certaines filières, comme le recyclage de plastique PET, par exemple, ou pour la fabrication. Même le point dont a parlé M. Charaï sur la TVA, c'est un des principes de la loi. Donc pour favoriser la fiscalité, simplifier la fiscalité pour tout ce qui est valorisation des déchets. Donc d'ailleurs, leur demande a été... Donc on en est tout de cette loi, Loubna, si je vous pose la question. C'est en cours d'amendement, donc elle est au Parlement. Donc il y a déjà, en fait, elle est en cours de modification, d'amendement, donc c'est une très bonne nouvelle. Elle est au Parlement, on attend très bien. que nous donne l'avis favorable. Donc on est là, main dans la main. Donc il y a un travail qui est déjà en cours. Avec les entreprises, avec le secteur privé, les ONG, toutes les administrations pour donc, mettre en place cet écosystème de filières de valorisation des déchets. D'ailleurs, on est en train de travailler sur une dizaine de filières à formaliser, à réglementer, à introduire bien sûr le secteur informel et le secteur défavorisé, que je considère moi, même si c'est un maillon faible, et en même temps c'est un maillon fort. Donc, maillon faible, parce qu'il travaille dans des conditions lamentables, inhumaines, et c'est un maillon fort, parce que c'est lui le maillon premier qui récupère donc, tout ce qui est valorisable et le met entre les mains des industriels. Oui. Donc, en même temps, il est faible, mais c'est un maillon fort à prendre en considération dans toutes les filières pour donc, aller à l'avant avec... tout à l'heure, monsieur a pointé du doigt donc, le ministère avec les gendarmes de l'environnement. Quand il a posé sa question, il est sorti. Donc, j'ai fait un constat tout court. Oui. Tout ce qui se passe, j'ai fait un constat. Je n'ai pas attaqué. Désolé pour la phrase, très mal faite, très mal formulée. Je n'attaque personne. Je suis là pour un Maroc. J'ai pas dit attaquer, j'étais pointé du doigt. Oui. Non, mais je reprends Loubna, c'est vrai. Oui. J'ai pas dit attaquer, j'ai pas dit attaquer, je m'excuse, j'ai pas dit attaquer. J'ai dit pointer. Il y a 22 ans qu'elle est émise, 28 double 0. Ça fait 22 ans. Et elle va être amendée. What's this? Monsieur. Alors. Non, mais j'ai pas parlé de vous. En fait, on a posé beaucoup de questions à. Alors, c'est Chraïbi. Je précise une chose. Excusez-moi. Je précise une chose. Moi, j'ai parlé à Loubna de contre-attaquer parce qu'on lui a posé beaucoup de questions. Donc, ça serait bien qu'elle parle aussi de ce qui se fait de l'autre côté, qu'on puisse comprendre. On est là pour créer le débat. Très bien. Donc, on va passer à la question suivante. Alors, excusez-moi. Alors, il y a une petite jeune qui m'a demandé qu'elle puisse poser une question en tant que tout simplement citoyenne, et ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce qu'elle va vous poser comme question. Allez-y. Tout le monde, permettez-moi de vous poser une simple question. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me présente déjà, je m'appelle Rim Laouni, je suis étudiante en licence professionnelle à l'ISIT de Tanger. Enchantée. Et je voudrais poser une simple question, c'est par rapport à la sensibilisation du danger de la pollution. Et on remarque que malheureusement, par rapport à une publicité qu'on avait il y a longtemps dans notre jeunesse, c'est la publicité de Bondef, qu'on voit qu'on ne la fait plus malheureusement, et
que ça a aidé un peu, un tout petit peu, un peu. Voilà, donc je voudrais savoir pourquoi on fait plus cette publicité, par exemple, ou bien pourquoi il n'y a plus la sensibilité du danger de la pollution. Parce qu'on remarquait que la publicité, elle se faisait juste au niveau de la période d'été, alors que la pollution, elle est durant toute l'année. Donc voilà. C'est bien, bravo. Merci. Alors, quelqu'un vous... Une dernière question, parce qu'on a dépassé, il est 14h06. Je pense que je vais vous laisser aller, parce que le sujet, il est vraiment, je sais qu'il est captivant. Et juste que je vous laisse aller manger. Allez-y. Donc, on fait le ramadan. Bonjour tout le monde. L'Anba Saïd, président de l'association de récupérateurs de déchets de papier. Bon, je ne vais pas poser des questions, mais je vais faire des remarques. Bon, d'abord, pour information, ce qui a demandé l'écosystème de papier et carton, il existe un, il est à la phase finale au niveau de la FIFAGE. Donc bientôt on aura un écosystème de papier et carton. Je reviens à M. Chériri, il va parler de la TVA sur le déchet plastique. Je ne vois pas quel est le problème et quelle cause freine ce système de TVA. Donc, ce qu'il faut d'abord travailler sur l'informel. C'est ça qui est très important. Parce que un récupérateur, lorsqu'il va vendre sa matière, il va ajouter 20%. Le transformateur, il va transformer cette matière, il va vendre 3 ou 4 ou 5 fois plus cher que le prix de l'achat de la matière première. Donc, il a une marge pour récupérer la TVA. Mais pour le récupérateur formel, qui est bien structuré, il a des charges. Le gasoil, il a la TVA. L'électricité, il a la TVA. Les pièces de rechange, il a la TVA. Le matériel qu'il va acheter, TVA. Donc, il va déduire un petit peu, 1 ou 2% sur 20%. Et le reste, on fait retour à l'État. Donc, ce n'est pas un freinage à ce TVA. J'ai entendu dans ces derniers temps qu'il y a des gens, beaucoup qui parlent sur la TVA des déchets. Mais je ne vois pas quel impact ou ce TVA. Bon, attendez, monsieur, voilà. Je reviens à mon secteur qui est le déchet de papier, oui, qui est malheureusement, qui a perdu beaucoup de temps et de tonnage pendant ces 3-4 années dernières, selon plusieurs facteurs. Vous savez, comme avant les années 2000, le Maroc, il importe beaucoup de déchets de papier. Il paye des devises. Mais à partir de 2002 jusqu'à 2004, il n'emporte plus. Mais à partir de 2014, on a suffisance dans le marché marocain et on exporte. Mais malheureusement, ces 3-4 années, on a perdu 50% de notre récupération et le reste, elle va à la décharge. Oui, c'est quoi la raison exactement? C'est quoi la... Non, là, au niveau national. Très bien, écoutez, je sais que le sujet il est très, très intéressant, on peut en débattre toute la journée. Vous avez une dernière recommandation, rapidement s'il vous plaît, parce qu'il y a un autre panel qui va démarrer, sinon on va m'en vouloir, parce qu'on peut partir sur toute l'après-midi à discuter, à débattre. Oui. Donc bonjour, donc j'ai l'habitude de parler en arabe. Donc الحاجة اللي بغيت نتكلم عليها بالنسبة للشركات ديال الريسيكلاج أو ديال التثمين ديال النفايات سي بون سكو فو فيت ولكن خصنا نرجعوا لأهم حاجة إلا بغينا ننجحوا إن شاء الله في هذا المشروع ديال تدوير ومعالجة النفايات واللي ما تكلمناش عليه في هاد 3 أيام كلها اللي هو لو سيتويان أو لا المواطن. ما يمكنش انه كنتجوا ملايين الاطنان سنويا ديال النفايات وغادي نحملوا للشركات المسؤوليه. خصكم تروسيكليو لينا هاد لي ديشي هادو وليو اننا متفق معايا السي الشاب. دونك كيفاش غادي نديروا هاد القضيه كما قالت الاخت اللي قبل مني. كنا شحال هادي كنشوفوا الحمله ديال بونديف اللي كتجي في الصيف
واللي فعلا عطات يعني واحد حنا ديك الساعه مازال صغار عاقلين على بونضيف وفريمون كنا كنمشيو للشواطئ وكنحاولوا اننا ما نلوحوش الزبل. علاش؟ غير حيت متاثرين بداك الشيء اللي كيدوز في الميديا ولا في التلفازه. يا ريت لو انه وزاره البيئه والتنميه المستدامه تنسق مع وزاره التربيه الوطنيه. ان شاء الله كما قلت الاخوان المنظمين ديال لو صالون بغينا العام الجاي نشوفوا وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي حاضره معنا. علاش؟ باش يدوزوا هذه الثقافه ديال الروسيكلاج لي زيتيديون. بوركوا با اننا نشوفوا يعني ماده كتقرا للتلاميذ ديالنا اللي هي الفالوريزاسيون ولا جيستيون ديال لي ديشي، حيت خصنا باش ننجحوا في هذا الورش هذا نمشيو بالقاعده ديال الوقايه خير من العلاج. فمن المواطن يحاول ينتج اقل كميه ممكنه ديال لي ديشي، ماشي ننتجوا سنويا ملايين الاطنان من لي ديشي ونطلبوا من الشركات انهم يروسيكليو. حاجه اخيره، اون اوروب باغ اكزومبل او بيان او جابون وي لي سوسيتي كيوصلوهم لي ديشي ديجا روسيكلي، الكارطون بوحدو، البلاستيك بوحدو، لي ميتو بوحدو ديجا تريي فولي دير. فوالا. هنا في المغرب لا، كنجمعوا كل شيء في البركاسه، الدجاج، الميكا، الكاريت اكسيتيرا، اي اون دوموند لي سوسيتي انهم يروسيكليو. وكنعرفوا ان الشركات باش يقدروا يروسيكليو خص ديما التكلفه ديال هذا الروسيكلاج تنزل بارابور لا ماتيير بروميير. دونك جو بونس راه الرساله وصلت. Très bien, merci beaucoup. Ben, écoutez, en mon nom et au nom de tout l'auditoire, donc je remercie tous les panélistes qui étaient présents justement. C'est vrai que c'était assez riche, assez intéressant, assez interactif. Je vous remercie à tous justement de votre participation. Je remercie l'auditoire justement pour toutes les questions qu'ils ont pu poser. Donc si on retient des choses en fait justement pour ce panel, c'est qu'en fait on a parlé de tout le secteur justement de la gestion des déchets, du recyclage spécifiquement en fait, parlons du déchet industriel, que ce soit déchets dangereux ou déchets non dangereux. Donc moi j'ai noté pas mal de choses, qu'on a relevé pas mal de points. Accès, on a des problèmes d'accès au gisement, on a des problèmes, donc les problématiques, ou plutôt je changerai le mot, je mettrai plutôt les défis justement auxquels nous devrions faire face justement et nous devrions surtout relever. Donc l'accès au gisement, la fiscalité, après vous me dites si j'ai oublié quelque chose, la réglementation, ça c'est une thématique qui est vraiment très 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 importante, la question de la responsabilité élargie du producteur, le problème de l'inclusion des jeunes. J'y arrive, j'ai noté. Le problème de la formation technique, vous avez parlé, parce que hier c'était justement, moi j'étais à votre place et j'ai parlé justement de la nécessité de la formation spécifique, d'accord? Parce qu'en fait la formation, et là j'adresse un petit message à justement Ali. Le citoyen n'est pas oublié, donc c'est des choses qui sont en train d'être faites. Très bien, très bien, très bien, merci. Alors, j'ajouterai juste quelque chose en fait à ce qui a été dit par rapport au citoyen. Le citoyen, il est partie prenante justement dans la boucle de la gestion des déchets. On ne va pas lui mettre tout sur le dos, mais il est partie prenante. Je préfère qu'il soit plus dans la boucle, qu'il soit intégré dans la boucle justement de toute la chaîne de valeur des déchets et qu'il puisse aussi être partie prenante, qu'on puisse le sensibiliser. Donc il y a un gros travail à faire justement sur la sensibilisation. Donc je retiens aussi la problématique de l'informel, du problème du tri à la source, la question de la femme, donc c'est quelque chose aussi, un gros défi aussi. Donc, l'exemplarité de l'État. Donc ça, c'est justement une thématique qui est dans la stratégie nationale de développement durable, que l'État doit être exemplaire dans toutes ses pratiques. Donc je pense qu'il y a un gros travail qui se fait au niveau du ministère aussi, justement qui a travaillé sur la stratégie nationale de développement durable.
Il y a un gros travail qui a été fait et qui se fait toujours d'ailleurs sur justement cette question-là. Et on avait initié, je me rappelle, quand moi j'étais justement avec le ministère, sur tout ce qui est trait à la source, et on avait lancé pas mal d'initiatives. D'ailleurs, je vous invite tous à faire ça, ça peut être super sympa. On avait lancé tout ce qui est tri à la source du papier carton, donc voilà, et on avait lancé justement ce projet au niveau national. On avait même envoyé l'ex-chef du gouvernement, en fait, Sibn Kiren, justement pour qu'on puisse asseoir cette stratégie au niveau de toutes les administrations publiques et privées aussi du Maroc, parce que ça n'a pas de sens qu'on puisse chercher quelque chose qu'on a déjà et qu'on met dans un autre côté, qu'on va aller chercher ailleurs, comme il a dit le monsieur, pour vraiment payer vraiment avec la devise alors qu'on l'a déjà. Donc ça c'est juste des choses à revoir, en fait. Je pense que ça peut donner de très bons résultats. Ben, écoutez, le débat, il continue toujours. Je vous invite à faire la pause déjeuner. Le quoi, pardon? Problème du contrôle. Donc là, moi, je l'ai intégré dans tout ce qui est réglementation et tout ça. Puisque ça, c'est des lois qui vont être... Oui. Oui, bien sûr. Je l'ai intégré dans la partie réglementation. Donc, je vous remercie à tous et je vous invite à justement une très bonne pause déjeuner. Je vous prie de m'excuser parce qu'on a un petit peu dépassé le temps. Mais bon, je vous remercie.